Allez, place aux jeunes. Alors. Du coup, je présente. Voilà, tu peux, tu as le droit de le brandir. Une présentation pour les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois aussi, peut-être. Oui, effectivement, on va réintroduire tout ça. Okay. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas assisté à la réunion précédente, honte à vous, d'ailleurs, je vous le dis. Donc, Lucie a fait un travail sur de reportage intimiste, personnel, au jour le jour, sur ton grand frère, sur 5 ans, qui est donc autiste. Exactement. Voilà, et donc tu nous avais présenté ce reportage quand tu l'avais finalisé l'année dernière. Exactement, il y a quasiment un an. Ça fait un an, je crois. Et on était en plein campagne de financement participatif. Enfin, je ne sais plus si j'avais fini, mais... Ouais, je crois que tu n'avais pas les résultats, je crois. J'avais pas les résultats, c'était en cours. Donc ça a fonctionné, la preuve, puisqu'il est là. Donc là, ce qu'est venu nous présenter Lucie, c'est qu'est-ce que l'aventure d'un livre, d'une publication personnelle, c'est pas quelques images d'une commande qui sont dans un bouquin, qui sont pas un sujet perso. C'était un long moment de gestation justement, et puis il y a tout ce côté où déjà la production photographique ça a été 5 ans et 3 ans donc d'élaboration, de réalisation de livres, d'imaginer, de concevoir. Donc après il y avait une première maquette qui avait été créée quand j'étais en dernière année de Gobelin, justement ma soutenance de mémoire, j'avais déjà dans l'optique d'aller plus loin que les expositions, tout ça, de ce que j'avais fait avec mon frère. Pour que les personnes puissent davantage aussi s'approprier notre histoire. Je trouvais que le livre, c'était une forme complètement adéquate par rapport à ça. Et donc dans mon jury, il y avait Benoît Baume, donc le directeur de Fisheye Magazine. Et donc c'est vrai qu'il a vu cette première maquette. C'était un sujet sur lequel il était vraiment sensible et tout ça, puisqu'il avait déjà fait le travail de Charlotte Abramoff avec Projet Maurice. Voilà, les histoires familiales, puis justement mettre en lumière des choses qu'on n'est pas habitué à voir, c'était quelque chose qui le touchait particulièrement. Et donc on a fait une première réunion de travail comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu la crise sanitaire. Moi, je suis sortie des Gobelins en septembre 2020, donc en pleine explosion de la photo. Exactement, en grosse période de flottement. Et d'un côté, il y avait cet embouteillage dans la maison d'édition où effectivement, il y avait des projets qui devaient sortir déjà avant le mien. Et puis, tout ce questionnement par rapport au financement. Comment trouver un financement pour mener à bien le livre par rapport à la forme, à ce qu'on souhaite lui donner, le papier, tout ça. Donc ça a mis du temps. Et finalement, en même temps, ce temps-là, c'était vraiment bien parce que moi, ça m'a permis aussi de reproduire des images avec Lilou. Parce qu'effectivement, la crise sanitaire, c'était compliqué pour lui aussi. Perte de routine, de rituels, tout ça. Et je pense que dans tout ça, mon œil s'est aussi a gagné en maturité par rapport à cette problématique-là. Et donc, on a réalisé d'autres photos ensemble. Et est-ce que le fait, à ce moment-là, quand tu as réalisé ces images, alors il y avait le contexte, on va dire sociétal, au sens générique du terme, mais est-ce que le fait qu'à ce moment-là, il y avait un livre en gestation et que le projet commençait à prendre forme, est-ce que ça a influé un peu la prise de vue, la façon d'aborder tes images, ou est-ce que tu t'es laissé, entre guillemets, comme auparavant, libre de ton abord photographique, en te disant, je ferai entre guillemets comme avant, je ferai mon editing et je verrai s'il y a une image qui est... Alors c'est assez drôle parce qu'il y a un peu des deux, parce que sur le côté narratif, il y avait vraiment l'axe que je voulais mettre en lumière, donc de respecter les rituels de mon frère, comment ça se passe une journée pour lui, de son réveil à son coucher, de le mettre en lumière tel qu'il est vraiment. Donc ça, je pense que c'est des choses, le fait qu'il y avait le livre déjà dans un coin de ma tête, je pense que ça m'a incité à choisir tel axe plutôt qu'un autre. Mais par contre, sur tout ce qui est technique, je me suis un peu plus amusée sur des expérimentations. Et notamment, à la fin du livre, on a des planches contact. Ça, c'était pas dans la maquette que j'avais réalisée en soutenance. Ça, c'est vraiment venu après, en regardant des livres et tout ça. En regardant à nouveau le travail, par exemple, de Denis Stock sur James Dean, de voir le côté planche contact. Et je trouvais ça intéressant de mettre ça en lumière, parce que déjà, c'est la technique que j'ai utilisée. Mais en plus, comme Antoine a une prestance un peu à la James Dean, justement, à la Marlon Brando, c'était aussi une manière de lui rendre justice et de le respecter. Et puis ça s'inscrit aussi dans une certaine forme de
de narration photographique qu'on pouvait retrouver justement à cette époque-là. À Védone, on connaissait Planche Contact, il en mettait souvent. Complètement. Tony Frank, t'avais Jane Richards, William Klein, enfin beaucoup de chez Magnum en fait. William Klein, c'est vrai que son travail m'a beaucoup parlé aussi. Et donc pareil, après, dans cette question de conception du livre, avec Fisheye, on tenait aussi à créer un livre, une forme qui ait du sens, donc avec une texture, parce que c'est le sens le plus développé chez mon frère, avoir un papier agréable à tourner, pour tourner les pages, et à la fin d'avoir justement un papier un peu glacé qui rappelle la texture de la pellicule justement. Donc voilà. Alors je précise parce que c'est pas forcément évident de percevoir au travers des écrans, mais l'impression est d'une très belle qualité. Ça, voilà. Et alors j'ai une question, parce que la mise en page, c'est quand même quelque chose de très particulier, c'est comme ça que va s'articuler ta narration. Donc si je comprends bien, la première version que tu avais faite quand tu étais encore au Gobelin, c'est toi qui l'as faite? C'est moi qui l'ai fait, toute seule. Et sur le résultat final qu'est ce livre, est-ce que... Il y a eu beaucoup de changements. Ouais, mais est-ce que c'est toi qui es restée maîtresse, ou est-ce que en gros tu as passé la main à une équipe extérieure qui a amené un regard narratif différent? Comment ça s'est passé ça? C'est toujours délicat entre l'œuvre et la narration du livre. Complètement, et c'est vrai que la première maquette était un peu aux antipodes, parce que déjà on était sur un format beaucoup plus grand, peut-être un peu plus classique, on était sur un format A4 déjà, et c'est vrai que sur la mise en page c'était beaucoup trop lisse, beaucoup trop... et en fait ça, classique, un peu trop sage même, et c'est vrai que quand j'avais montré cette maquette-là en lecture de portfolio à Planche Contact à Deauville, j'avais eu ce retour-là, où on m'avait dit mais Lucie, vos photos, elles ont du gras, elles ont de la texture, elles ont un côté brut à fleur de peau, faut jouer avec ça. Là, vous avez pris trop de recul, comme si vous vouliez pas offenser le public, alors qu'il faut y aller, quoi. Et donc c'est vrai que c'était beaucoup trop lisse, beaucoup trop académique presque. Et là où effectivement, Fisheye, ils ont aussi amené leur savoir-faire, leur expertise par rapport à ça, par rapport à ce qui se fait sur le marché de la photographie, le marché de l'édition aussi. Et justement, on a essayé de créer ensemble quelque chose avec une mise en page beaucoup plus dynamique, des pleines pages. Donc c'est eux qui t'ont proposé? Ils m'ont proposé, mais ils ont tenu compte quand même de là où je voulais aller, et notamment sur tout ce qui était organique, texture, tout ça, justement. Sur la couverture, je voulais que ça soit l'œil de mon frère, donc ça a été respecté aussi, avec l'écriture manuscrite pour rappeler aussi cette écriture familiale, justement. Donc tout ça, ils m'ont fait des suggestions, mais tout en respectant aussi ma démarche, mon univers. Donc c'est vrai que pour un premier livre, d'avoir travaillé avec un éditeur qui effectivement, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément conscience de ce qui se faisait à ce moment-là. Puis est-ce qu'on n'a pas la crainte d'être dépossédé un peu de son travail à ce moment-là? Il y a peut-être de ça aussi. En même temps, c'est vrai que tout juste... Alors peut-être que c'est une forme d'humilité poussée à son extrême qui parle, mais c'est vrai qu'en sortant des Gobelins, on se dit tout le réseau, un éditeur peut l'amener, sur tout ce qui est distribution aussi, là où peut-être en tant que jeune photographe, c'est beaucoup peut-être plus chronophage aussi, là où eux, ils ont déjà aussi leur terrain et leur communication par rapport à tout ça, leur réseau. Donc c'est vrai que pour un premier livre monographique, moi je tenais vraiment à ce que ça soit Fisheye qui m'accompagne. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal en fait. Complètement. Alors, donc il y a déjà cette première phase on va dire de gestation de l'objet sur tous les choix que tu viens d'expliquer. Il y a la sortie. Donc ça, j'imagine qu'émotionnellement parlant, d'avoir l'objet dans la main, ça doit être quelque chose. Il y a plusieurs fois où je suis partie de la pièce, je suis revenue pour savoir si j'étais en train de rêver ou si le livre existait vraiment. Et c'est vrai que après autant d'années, même pour Lilou, ça a été vraiment très fort émotionnellement pour lui, parce qu'il a vraiment, même pour notre famille, nos parents, ils ont vraiment réalisé, oui, le livre, il est là en fait. Il y avait quelque chose d'assez, pas chimérique, mais où effectivement, ça relevait un peu de l'imaginaire, parce qu'on l'avait dans la tête, on savait qu'il allait sortir, mais c'était pas aussi concret que de l'avoir entre les mains. Là, le bébé était là. Là, le bébé est venu, et c'est vrai que pour le coup, c'est une grande victoire en tant que femme photographe, déjà d'avoir son livre comme ça à 27 ans, mais effectivement en tant que petite sœur aussi, de se dire avec mon frère on l'a fait, c'est là, c'est réussi quoi. Enfin, ouais.
Ouais, puis en espérant que ça n'est que la première des réussites quand même. De toute façon, le livre, il va servir d'ambassade par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que c'est un livre qui finalement me sert aussi de pilier pour pouvoir le présenter à l'étranger, dans des festivals, de présenter à des prix aussi. Ah bah justement, c'est bien que tu l'évoques, parce que a priori, ça s'est quand même pas trop mal passé, ça. Oui, là c'est vrai qu'il y a eu des belles... parce que c'est vrai qu'il a été sélectionné, Lilou, comme livre du mois de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Donc ça déjà, quand j'ai appris ça, c'était vraiment le prix HIP aussi, le livre du mois de juillet. Et puis là, il a été sélectionné pour le prix des libraires, dont notamment je vais avoir les résultats demain. On a été 5 livres retenus, il y a Laetitia Lefeur, il y a plusieurs livres de photographes très talentueux. Et donc, Lilou, donc demain, on verra bien. Écoute, on va croiser les doigts. Et alors, notamment, donc, c'est un ouvrage qui, pour le coup, a été remarqué et qui t'a emmené assez loin, y compris physiquement. C'était pas prévu ça d'ailleurs. Ça a été aussi une grande surprise parce que juste après la première émission où j'ai participé avec vous, il y a eu l'exposition de la Bourse du Talent où Lilou avait été sélectionnée catégorie portrait justement donc, par Didier Deface qui est magazine photographie et donc directeur de la Bourse du Talent. Et en fait donc, c'est une exposition qui est restée 3 mois à la Bibliothèque nationale de France. Donc déjà de savoir ces photos dans une institution comme la BNF, c'était quelque chose de très impressionnant déjà. Oui, parce qu'en fait, c'est une institution qui participe à la vie photo et puis qui au-delà d'un sujet qu'on va aborder après, qui était le prix BNF, la bourse BNF, c'est aussi une institution qui rachète des fonds. Complètement, qui les photos intègrent la collection donc dans le département, et c'est vrai qu'ils encouragent vraiment aussi les photographes. Donc là-dessus, c'était vraiment déjà une super victoire. Et donc après, les photos sont parties au festival de Dali en Chine, et donc un festival international où il y a beaucoup de curateurs, beaucoup de photographes du monde entier qui viennent. Et donc déjà, Didier m'avait dit que les photos partaient là-bas. Donc ça, c'était fin juillet, donc moi déjà très très contente, en me disant déjà si mon travail peut voyager et si Lilou peut dépasser les frontières comme ça, c'est génial. Et finalement, 2 semaines après, on m'a appris que je pouvais faire partie aussi du voyage, que j'étais invitée par le festival. Donc le temps de faire le visa, tout ça, de vérifier tout ce qu'il fallait, vaccin et tout. Mais donc je suis partie, et donc ça, là-dessus, ça a été incroyable, parce qu'en plus c'était la première fois que je partais en Chine. Et que ça soit dans ces conditions-là, d'être invitée par le festival et aussi d'avoir un prix. Voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on t'a fait traverser la moitié de la planète pour recevoir un prix quand même. Aussi, de photographes émergentes avec Victorine Alice aussi de la Bourse du Talent également. Donc voilà, on a été 2 photographes françaises à avoir été sélectionnées pour ce... C'est cool. Ouais. Non, une belle victoire, vraiment. C'est vachement intéressant parce qu'en plus, dans le parcours d'un photographe, c'est quand même quelque chose de rare, quoi. Plein de photographes qui ont des années et des années de métier, même en expression personnelle, qui n'ont pas forcément... Après, c'est vrai que le timing peut être différent. Il n'y a pas de moi, je trouve ça super. Mais c'est vrai que c'est incroyable. En plus, quand on a des convictions comme ça, quand on a des revendications, quand on a envie vraiment de sensibiliser le public sur qu'est-ce que c'est le quotidien d'une personne autiste, et justement de changer, d'apporter un regard beaucoup plus positif aussi, beaucoup plus inclusif, justement d'avoir toutes ces personnes qui réagissent à ça et qui ajoutent leur pierre à l'édifice, c'est génial. C'est une belle aventure. Bon. Donc, oui, ça a l'air de remplir positivement quand même. Complètement, ouais. Donc, c'est cool, mais c'est très bien. Parce qu'on pourrait juger de loin que c'est un sujet quand même... c'est un sujet qui est grave dans le sens pas forcément facile à vivre pour l'espace familial, quoi. Et finalement, au travers de ce travail, il y a un côté un peu catharstique et presque d'art-thérapie aussi, comme l'un comme pour l'autre. Ça a été autant salvateur pour moi, je pense, que mon frère. Et c'est drôle parce que beaucoup de personnes me demandent vraiment si mon frère a été partie prenante du processus photographique artistique. Et c'est vrai qu'il a été dans la chaîne graphique de A à Z, du début jusqu'à la fin, parce que
La prise de vue, c'est lui qui donnait le rythme, le tempo. Moi, je m'adaptais à lui. Et c'est vrai que pour beaucoup de photos, c'est lui qui me faisait des propositions. À un moment, on se promenait à Cabourg. Il a vu que sa silhouette faisait une ombre portée sur le mur. Il s'est arrêté net avec un grand sourire en me regardant droit dans les yeux. Et à ce moment-là, j'ai compris. Tu sais que c'est parce que c'est intuitif aussi, c'est instinctif. Même si Antoine a un langage non verbal et qu'il ne parle pas par la parole, c'est vrai qu'à ce côté, il y a de l'interprétation, je pense, des fois. Mais c'est vrai qu'on a une relation qui se passe de mots. Et tout de suite, à l'instinct, on sait comment l'autre fonctionne. Et c'est vrai que là, donc, j'ai saisi l'appareil photo, je lui ai dit Antoine, c'est bon, et il a recontinué sa route après. Et des fois, pendant l'editing aussi, quand j'hésitais avec 2 images, je lui disais Antoine, tu préfères laquelle? Il me pointait du doigt celle qu'il voulait. Et même, il n'avait même pas besoin enfin voilà, il n'y avait pas besoin de justification, je comprenais tout de suite pourquoi. L'affaire était réglée, c'était net, c'était daté. Et donc voilà, et puis là, quand le livre est sorti, Est-ce qu'il y a eu des désaccords, tiens, pour le coup? Pas du tout, parce que après, c'est vrai que même pour la prise de vue, il y a des moments où peut-être moi je captais quelque chose et je voyais qu'il était peut-être moins ouvert à ce que je le prenne en photo, donc il mettait la tête entre les mains. Et moi, dans ces cas-là, je lui disais Antoine, c'est pas grave, je repasse plus tard. Enfin, l'idée, c'était pas c'était de respecter aussi son consentement là-dessus, c'était pas d'être trop intrusive non plus. Alors, le sens de ma question, c'était pas tant au moment de la prise de vue, parce que je pense qu'effectivement, il y a le respect de la sphère privée et ça se sent dans tes images. Mais finalement, c'est au moment de l'editing. Est-ce qu'il y a eu, entre guillemets, un moment débat, je mets des guillemets de fait, entre toi, tu avais envie d'une image et lui d'une autre et vous étiez pas d'accord? Ou est-ce qu'à chaque fois que toi, tu as eu une hésitation, c'était unanime en fait. C'est lui qui pouvait trancher sur les fois où c'était vraiment unanime. Et après, pour rebondir par rapport à Fisheye, même là-dessus, il n'y a pas eu de débat monstrueux sur telle image et pas une autre. Le nombre de pages, il fallait le respecter, certes. Ou peut-être d'un point de vue technique aussi de vouloir mettre une planche contact pour essayer de graphier plusieurs images. Mais non, mais en fait, oui, il n'y a pas eu de gros débats et tout ça. Ça s'est fait naturellement. Moi, j'avais le sentiment qu'on respectait mon point de vue et inversement. Donc, ça s'est fait vraiment dans les bonnes conditions. À part bravo, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, donc manifestement, tu as les félicitations du public en plus de celles du jury et c'est mérité. Donc voilà, c'est très 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 chouette. Donc, quand tu étais venu nous présenter ce travail de manière, au niveau photographique, avant que le livre existe, on l'avait pas mal montré, mais tu étais déjà dans les abords d'un autre sujet, puisque tu as fait partie des photographes sélectionnés pour la bourse la grande commande photographique de la BNF. Donc, on va montrer ça, qui est loin des yeux, près du cœur, si exactement. Je ne me trompe pas. Et c'est toujours sur la thématique du handicap et de l'autisme, mais là où le projet était un peu différent, parce que la BNF, leur sujet, c'était radioscopie, regard sur un pays traversé par la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'ayant été très soucieuse de l'impact que ça avait pu avoir sur mon frère, et finalement du peu de représentation qu'on avait, de considération, parce que le public, c'est vrai que la société, on me parlait de la crise sanitaire, comment on l'avait ressentie au sens large, mais pas forcément pour les personnes en situation de handicap. Oui, puis qui de toute façon, la prise en compte du handicap et exactement, et puis du handicap psychique aussi en France, c'est hardcore. Et c'est vrai que, exemple tout bête, on a dû attendre le 2 avril 2020 pour que finalement on se dise « Ah bah oui, les personnes autistes, il leur faut une attestation pour sortir et tout ça. » Ah bah mince. Donc voilà, tout ce côté-là, effectivement, en tant que famille aidante, on se l'est pris un peu en pleine figure. Et c'est vrai que pour moi, ça me paraissait important de justement parler de ça, de montrer comment les personnes en situation de handicap avec autisme ont pu percevoir déjà les confinements, mais surtout la sortie, où il y avait un peu cette demi-mesure où ils pouvaient sortir mais les activités n'avaient pas forcément reprise, et surtout de ce lien avec les professionnels, parce que justement comme ils étaient présents, en tout cas dans le foyer d'accueil médicalisé de mon frère, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a vraiment un lien qui s'est fait avec l'équipe de confiance.
Et du coup, je trouvais ça intéressant de montrer aussi ça, puis aussi entre jeunes, que ce soit dans l'institut médico-éducatif ou dans le foyer de mon frère, de voir un peu les liens entre eux. Et effectivement, ce côté, comment ils se sont adaptés, ce rapport à la technologie aussi, parce que malgré tout, le fait de ne pas pouvoir être physiquement présent avec leur famille, il y en a beaucoup qui ont développé la communication digitale, donc avec l'iPad, tout ça, qui font beaucoup de visioconférences notamment maintenant, et qui utilisent les pictogrammes sur un ordinateur pour montrer.